Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. C'est l'athlète française la plus titrée en activité à ce jour, double championne du monde de trail, multiple championne de France en trail et en course en montagne, championne d'Europe en titre, un titre qu'elle défendra fin mai du côté d'Annecy. Je reçois aujourd'hui Blandine Lérodel dans un emploi du temps chargé. Bonsoir Blandine. Salut Fred, très bien, je vois que tu as bien révisé avant qu'on se voit, je suis contente. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Blandine. Un sport, le trail, que tu as découvert sur le tard, puisqu'aujourd'hui tu as 33 ans, donc tu es toute jeune, normande d'origine, passée par la Réunion pour faire tes études, aujourd'hui implantée du côté de Mende, au cœur de la Lozère. Tu as commencé le trail assez tard, en 2017-2018, on t'a vu vraiment exploser en 2019, et j'ai le souvenir surtout de cette victoire qui t'a propulsé sur le devant de la scène. C'était au championnat du monde au Portugal, où tu étais presque surprise de remporter ce titre-là. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu étais surprise de cette victoire ce jour-là au Portugal ? Oui, effectivement, hein, moi je suis vraiment tombée dedans vraiment par hasard. C'est pour ça que parfois je me sens pas très légitime, donc on verra tout au long de ce podcast. Mais moi je l'ai pas vécu dès les débuts et j'ai découvert le trail à 26 ans, j'ai découvert le haut niveau à 29 ans et avant ça, j'étais pas du tout dans dans un cadre sportif. Enfin, moi j'ai vécu une enfance qui était pas du tout orientée là-dedans, j'ai jamais rêvé ou même pensé ou même eu envie, je pense quand j'étais jeune, de faire du sport une de mes activités principales. Et donc c'est pour ça que surpris, j'ai envie de dire que c'est un euphémisme. Je pourrais même pas décrire ce que ça a été quand je suis devenue championne du monde en 2019. Il y en a qui me disent ah c'est un rêve qui s'est réalisé et malheureusement je peux même pas dire que ce soit un rêve parce que j'y ai jamais rêvé comme je le dis. J'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver. J'ai été alors c'est pas un rêve qui s'est réalisé, mais par contre effectivement j'avais l'impression d'être dans un rêve, de me dire bon bah c'est moi que je me réveille parce que là il se passe quelque chose de complètement anormal. Effectivement je sais pas s'il y a quelque chose un autre mot que plus fort que surpris, mais en tout cas oui j'ai été je trouve pas les mots, mais c'était vraiment quelque chose de complètement inattendu effectivement. Si on regarde les images, c'était ça, t'étais stupéfaite presque à demander si c'était bien toi qui étais la première et presque pourquoi ça t'arrivait. Et oui, de mémoire, en fait, je suis arrivée. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu ce ressenti. La première personne que j'ai vue et reconnue, surtout, hein, que je connaissais, c'était Stéphane, le médecin. Et j'étais vraiment dans une attitude de prostrée. Et je n'avais que une seule phrase, un seul mot ou seule phrase à la bouche. C'était mais qu'est-ce que je viens de faire? Et je crois que je lui ai répété à peu près 4-5 fois, mais qu'est-ce que je viens de faire? Enfin, ou alors qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Il y a quelque chose de pas normal. C'était pas du tout, c'était pas.
enfin il y a pas de raison, il y a aucun sens à ce que je sois là, alors que il y a 2 mois, je vivais une vie tout à fait normale d'interne en gynécologie. Il y a même des amis à moi qui m'ont envoyé un message, ils m'ont dit mais on savait même pas que tu faisais du sport, que qu'on apprend que t'es championne du monde. Enfin, what the fuck, si je peux le dire en anglais, parce que je voudrais pas le dire en français, c'est familier, mais ouais, ça a été, j'ai été basculée d'un coup, et ouais, la grosse surprise. J'étais à côté de vous dans ce moment très fort, puisque c'est vrai que t'es arrivé et tu t'es demandé ce qui se passait. Tu t'es assez rapidement jeté dans les bras de Mathieu, qui aussi n'en revenait absolument pas. Et je me souviens, tu étais à côté et tu lui disais mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu étais vraiment projeté dans un monde dans lequel tu t'attendais absolument pas, avec aussi toutes les sollicitations médiatiques qui ont été après coup très fortes. Ouais, bah écoute, bah toi, peut-être que tu pourras mieux t'en rappeler, parce que comme je te dis, il y a eu énormément d'émotions d'un coup, et donc je me rappelle l'avoir dit à Stéphane, mais j'ai dû encore le répéter encore plusieurs fois à Mathieu. Et effectivement, il y a des très belles photos où on se prend, voilà, il me tient la tête avec ses mains, front contre front, et ça a été intense, vraiment très intense. Et après, des sollicitations médiatiques, mais de mémoire, pas plus que les années qui ont suivi, parce qu'en fait, comme j'étais inconnue, j'ai pas l'impression que ça m'est vraiment tombé dessus. Ou alors, à cette époque-là, moi, clairement, ma vie tournait bien, enfin, ma vie tournait bien plus autour de la médecine et de mon internat de gynécologie obstétrique que du sport. Donc peut-être que je laissais un petit peu aller tout ce côté-là pour vraiment me concentrer sur mes études avant tout, hein. Finalement, ça a été le lancement d'une carrière en entrant par la plus grande des portes. Bah ouais, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, effectivement, ça a été comme ça, ouais. Alors ça a sans doute été bien puisque tu as confirmé après avec d'autres titres de championne de France, de course en montagne, de trail. Tu as réalisé le doublé, qui était le deuxième de l'histoire après Nathalie Mauclair, parce que tu remportes le titre de championne du monde en Thaïlande et tu remportes aussi un titre de championne d'Europe. Euh, Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui après tous ces titres? Je rappelle aussi une troisième place l'an passé au championnat de France de cross, qui est pas anodin quand on connaît le monde de l'athlétisme et la performance, mais aussi 6 mois plus tard une troisième place à l'UTMB après être passé par la blessure. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui d'aller chercher dans quelques jours, pourquoi pas un deuxième titre européen? Bah, déjà, ce qui me motive pour aller m'entraîner tous les jours, hein, c'est ce que je fais. C'est toujours la même motivation que depuis il y a maintenant 6 ans ou 7 ans, quand j'ai découvert le trail. C'est vraiment, je trouve que c'est un sport. Moi, j'adore le pratiquer. Bon, j'aime surtout faire des sorties longues en montagne, ou alors dans la nature, et aller un peu m'aérer et me changer les idées. Bon, j'aime un petit peu moins dès qu'il faut mettre un petit peu d'intensité, mais j'arrive à ce que je veux dire, c'est que ça, moi, des fois, ça me fait un petit peu rire quand les gens me disent, moi, je fais du trail, je prends des dossards pour la beauté des paysages, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de prendre des dossards pour ça. Donc, ça continue à m'animer voilà, parce que pour la pratique, hein, parce que finalement, faire une course, c'est que 1% de tout ce qu'il y a à côté. Enfin, l'entraînement, ça représente quand même 99%. Euh, mais après, je me suis découvert cette appétence pour la compétition, et aussi donc effectivement la compétition, ça m'anime, hein. J'aime bien me fixer des objectifs, et j'aime encore plus quand j'y arrive. Et puis quand j'y arrive pas, je fais une analyse, et puis je vois ce qui n'a pas marché pour que les fois d'après, je puisse retenter ma chance. Et surtout, force est de constater, hein, que, enfin, comme tu m'as bien rappelé, et à chaque fois qu'on me rappelle comme ça des lignes d'arrivée ou des victoires,
c'est incroyable les émotions qui te viennent, toutes les émotions qui sont transmises. Donc moi, en tant qu'athlète qui a réussi l'objectif qu'elle s'était fixé, mais même tout autour, ce qu'on arrive à transmettre aux gens qui nous entourent, qui sont aussi, comme tu disais, Mathieu, qui est vraiment un pilier principal dans tout ce dont je suis arrivée aujourd'hui. Retour de Blandine après une petite coupure liée à son travail, puisqu'elle est ce soir d'astreinte au moment où on enregistre, mais finalement rien de grave. Alors Blandine, on était justement en train d'évoquer ses émotions. Alors des émotions dans le travail, on y reviendra tout à l'heure, mais les émotions surtout avec Mathieu, ton compagnon Mathieu Masbénard, qui est la pièce maîtresse, le dispositif autour de toi pour qui il est très important. Ouais, effectivement, je suis désolée, je pensais être un petit peu tranquille, mais bon, voilà, les patientes n'attendent pas. Euh, et oui, donc la question que tu me posais, c'était comment est-ce que je trouve encore la motivation. J'en suis venue à parler de Mathieu, mais je pense qu'on en viendra à en parler beaucoup dans ce podcast parce que, comme tu dis, c'est vraiment une pièce maîtresse. C'est celui qui m'a vraiment projeté, qui m'a toujours soutenu, et c'est même grâce à lui que voilà que j'ai commencé à justement, quand on parle de dossard, à apprendre mes premiers dossards, parce que lui avait un peu décelé les compétences que j'avais. Et en fait, depuis, il est vraiment mon bras droit. Il m'épaule sur tout, que ce soit au niveau réseaux sociaux, au niveau médiatique. Maintenant, il se met à la photo, donc en plus, il fait des superbes photos de moi. Enfin voilà, il est toujours présent. Il m'épaule vraiment. Et je m'étais un petit peu éparpillée, mais je voulais vraiment de conclure juste sur ta question quand tu me demandais comment on trouve encore la motivation. C'est vrai que ça fait 6 ans de haut niveau. Ça peut ne pas paraître beaucoup pour une carrière de sportif, mais moi, comme je vous l'ai dit, j'avais jamais pensé à faire ça. Donc, comment on trouve la motivation quand on n'en a pas rêvé depuis qu'on est tout petit. Je pense que j'ai vécu des émotions tellement intenses que c'est des choses tellement fortes qu'on a envie de les revivre. Mais malheureusement, enfin, je sais pas si c'est malheureux ou pas, mais quand on vit des choses, le corps est fait que on a eu un shot, enfin comme un drogué qui a toujours besoin d'augmenter sa dose. Ça peut paraître étonnant et cru ce que je dis, mais c'est exactement ça ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que j'ai eu, voilà, on a eu, comme tu as dit, j'ai eu un shot de dopamine, de sérotonine, voilà, de plein d'hormones, du bonheur, de la satisfaction, qui, à chaque fois que voilà que je réalise quelque chose dont je suis fière, qui m'arrive, et on a envie de revivre ça parce que c'est tellement intense, c'est puissant, c'est génial, sauf que il faut toujours en faire plus et encore aller plus loin parce que son seuil n'arrête pas d'augmenter. Et c'est vraiment ça, moi, ma motivation en plus. Et c'est ce que je ressens en moi, mais je suis aussi persuadée que mon entourage, dont Mathieu par exemple, le ressent aussi. Et c'est vrai que je cours aussi beaucoup pour faire ressentir aux autres ce que je ressens, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose de magique et d'exceptionnel. Alors justement, tu peux aller chercher cette dopamine sur des épreuves que tu connais ou des titres, parce que les titres, c'est fort en émotion. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des rêves sportifs que tu aies, ou des rêves de course, une course que tu rêves de gagner, ou pourquoi pas plus loin, un rêve sportif, je sais pas, qui puisse être traverser l'Atlantique, traverser le désert en vélo. Est-ce que tu as des rêves qui t'animent? Alors ça, j'ai pas tellement de rêve d'aventure. Moi, je suis pas quelqu'un d'aventurière qui va me dire je vais aller faire, comme tu dis, je vais traverser, je vais aller faire l'Himalaya, ou aller traverser le monde, une année à faire le tour du monde à vélo, ou je ne sais quoi, ou traverser l'Atlantique en kayak. Je suis pas une aventurière. En revanche, effectivement, il y a des courses auxquelles j'adorerais participer et finir. Est-ce que c'est un rêve de les gagner? Oui, de toute façon, un rêve, c'est pas parce qu'on a des rêves que forcément ils doivent être réalisés. C'est le principe d'un rêve d'ailleurs, justement. Donc moi, il y a une course que j'aimerais déjà énormément prendre part, c'est la Western States. Je sais pas, déjà j'aimerais faire une course aux États-Unis. Quand je vois les images, quand je vois les vidéos, je trouve qu'il y a toute une autre ambiance qui m'intrigue là-bas. On a l'impression qu'aux États-Unis, le trail, c'est un plus petit
milieu que ce qu'il y a en Europe. Mais bon, comme aux États-Unis, la population est bien plus grande, finalement, ça rassemble quand même beaucoup une grosse population. Donc, je trouve que c'est un peu plus, peut-être moins médiatique et moins trop enfin dans l'excès. Peut-être que je me trompe, hein, si j'y vais un jour, je me rendrai compte que finalement c'est presque comme un UTMB. Mais voilà, j'ai envie de découvrir et une fois qu'on a quand même pris part aussi à une des courses de l'UTMB, ouais, si je peux avoir un rêve une fois, c'est vrai que qui à notre niveau, qui ne rêverait pas de gagner un jour l'UTMB, c'est sûr. Bon, je me doute que ce serait, très compliqué, mais encore une fois, on a tous le droit de rêver. Après, effectivement, vaste débat et philosophique. Doit-on réaliser ses rêves? Ça, c'est encore une autre question, mais c'est vrai qu'on a le droit, en tout cas, d'en avoir. Tu parlais tout à l'heure de cette dopamine et de cette envie d'aller chercher toujours cette molécule, enfin cette hormone du bonheur. Est-ce que tu sais aussi qu'un jour ça s'arrêtera? Et est-ce que tu t'y prépares? Parce que forcément, il y aura une fin à ça. Euh, Est-ce que tu es prête? Ouais, bah, tout à fait. Écoute, je suis déjà en train de programmer, ma la fin de ma carrière, sportive, parce qu'effectivement, tu me parles de motivation. Pour l'instant, j'ai toujours la motivation parce que j'ai des échéances à court, moyen terme, mais parfois je me dis, quand voilà, quand j'ai fait je suis un peu fatiguée d'une bonne semaine d'entraînement ou quand, je dois jongler, par exemple, les jours où et je travaille et je dois m'entraîner et où je suis en train de devoir jongler à quand je vais caler mon entraînement ou voilà, quand je sais que j'aurai quelque chose de un entraînement difficile où je vais un petit peu, voilà, un petit peu sortir de ma zone de confort, ça m'arrive de penser à me dire, en fait, j'ai envie d'avoir une vie normale comme tout le monde. Mais j'ai pas envie de le subir, en fait. J'ai pas envie, mais ça, c'est très difficile parce que j'ai pas envie de sortir, sans l'avoir voulu, suite à une blessure ou à une énorme contre-performance ou à une dépression, je ne sais quoi, comme on le voit, malheureusement beaucoup. J'aimerais, programmer ma retraite sportive, voilà, en terminant avec de beaux objectifs, un petit peu, par la même porte par laquelle je suis rentrée. Par la grande porte, ce serait bien. Mais je suis pas sûre que ce soit si facile que ça. C'est beau sur le papier, mais en fait, encore une fois, comme je t'ai expliqué, je pense que le corps humain et surtout le cerveau est fait que c'est difficile quand voilà quand on lui donne de façon assez régulière plusieurs fois dans l'année des énormes émotions et qu'en plus ben si on sort par la grande porte, c'est-à-dire qu'on est quand même encore performant, c'est difficile de dire allez c'est bon je suis à mon meilleur niveau mais j'arrête là. Je pense qu'on a envie toujours de dire bah peut-être que je pourrais faire cette course là en plus et cette course là en plus jusqu'à ce qu'un moment bah la motivation ne soit plus là ou le corps lâche. Donc je te dis ça pareil hein, c'est sur le papier, j'aimerais faire ça. J'espère que j'aurai la maturité et la sagesse de suivre mes plans et pas là un peu l'excitation et l'immaturité de se dire je vais peut-être refaire une autre course, refaire ça jusqu'à ce que la blessure arrive ou voilà quelque chose arrive. Ne pas tomber non plus dans la course de trop ou la course de plus, qui fait qu'à un moment tu t'y arrives plus et tu es toujours obligé de chercher la course pour sortir par la grande porte et finalement, tu y arrives pas. Tu penses à ça des fois? Exactement. Bah oui, le risque c'est de pas suivre ses plans. Moi voilà, je sais que par exemple sur 2 ans, là pendant 2 ans, j'ai une belle, j'ai des beaux objectifs et j'aimerais terminer, par la grande porte sur une grande course. Mais si jamais c'est ce qui se passe et je me dis: «Oh bah je peux peut-être refaire une autre course, derrière» vu que le physique, enfin que la performance est là. Si jamais ça se passe pas bien, la fois d'après et ben, on va essayer de se raccrocher encore à des courses et là c'est un puits sans fond et oui j'y pense mais bon déjà je me dis que je le conscientise et déjà je le sais je le sais ce qu'il faudra pas que je fasse. Donc voilà, on est le 20 mai 2024, il est 20h15. Gardez cet enregistrement, il faudra me le faire réécouter dans 2 ans si je ne respecte pas mes plans.
On peut avoir quelques idées de ce qu'éventuellement tu as programmé pour les 2 prochaines saisons? Puisque c'est sûr qu'une carrière d'athlète et aussi maintenant que tu t'es tourné vers l'ultra trail, ça se programme pas en 2 mois. Ouais, et puis surtout que autant avant j'avais aucune idée de là où j'allais et je voyais un petit peu mon futur, je voyais, dans un futur proche parce que je savais que j'avais encore, beaucoup d'années, et de belles années à vivre. Sauf que là, comme je te dis, parfois je me dis que j'ai envie d'avoir une vie, entre guillemets «normale» et puis bon, j'ai aussi une horloge biologique, qui me rattrape, hein. J'ai 33 ans et moi j'ai aussi d'autres envies. J'ai toujours voulu, enfin je conçois pas ma vie sans un projet de maternité. Donc effectivement là, j'ai au moins un beau programme pour les 2 prochaines années à venir. Donc là, comme tu sais, incessamment sous peu, je vais participer aux championnats d'Europe. Après, je pense que c'est plus non plus une surprise, mais j'aimerais faire l'UTMB fin de cette année. L'année prochaine, j'ai un petit peu vendu la mèche, hein. Comme j'ai dit qu'une des courses de mes rêves, c'était la Western States, je vais aller quand même faire un petit tour du côté outre-Atlantique pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et en fin d'année 2025, j'aimerais finir là où tout a commencé. Comme tu l'as peut-être dit dans l'introduction, j'ai découvert le trail sur l'île de la Réunion en 2017, et donc j'aimerais finir sur l'île de la Réunion en octobre 2026, 25. Oh ça y est, le lapsus. Merci Blandine pour être très clair sur tes objectifs, c'est assez intéressant. Je voulais passer sur un petit volet un peu plus professionnel et sportif. On l'a vécu en direct, tu as un métier, j'imagine, passionnant et sans doute l'un des plus beaux puisque tu donnes la vie et tu sauves des vies aussi, puisque tu m'as raconté que ce week-end, tu avais eu une semaine passée un petit peu compliquée. Donc tu as même de sauver des vies. Est-ce que c'est le sport qui t'aide pour affronter ces moments difficiles dans ta vie professionnelle? Ou est-ce que c'est aussi le monde professionnel qui t'aide à prendre du recul à travers le sport? Ouais. Bon alors quand je sauve des vies, heureusement je sauve plus de vies que l'inverse, mais c'est un métier très très compliqué. Là en l'occurrence, j'ai une petite satisfaction et d'ailleurs toutes les hormones qu'on dit, je les ai aussi au niveau du travail parce que j'étais assez satisfaite de la finalité de la chose, mais parfois l'issue elle est bien plus triste. Je dis pas que c'est forcément de ma faute, heureusement, mais voilà, on fait un métier qui effectivement 99,9% du cas c'est le paradis, tout se passe bien, on met au monde des enfants, mais des fois ça peut être dramatique et ça effectivement c'est très difficile mentalement à l'encaisser. Et oui, le sport m'aide, mais c'est vraiment un équilibre dans l'un ou l'autre des deux domaines. Donc pour répondre à ta question, j'ai envie de dire oui dans les deux cas, c'est-à-dire que quand j'ai des moments un petit peu quand je suis d'astreinte, que c'est un petit peu tendu, que j'ai des dossiers compliqués, que j'ai des choses stressantes à gérer. Je sais qu'effectivement, si je fais un petit peu d'activité physique, ça va me permettre un petit peu de me relaxer, de me relâcher, etc. Et puis aussi, d'un point de vue sportif, franchement, je pense que je suis quelqu'un qui arrive vraiment à relativiser et à arriver sur une ligne de départ assez détendue parce que j'ai toujours cette phrase dans ma tête qui revient et qui me dit en fait si jamais ça se passe mal, il y a pas mort d'homme, tu n'as pas la vie de personne entre tes mains, c'est juste toi qui rates ta course. Oui, c'est tu seras très déçu parce que tu t'es fixé cet objectif et ça fait des mois que tu travailles dessus, mais il y a rien de grave. Et ça vraiment mon métier me permet vraiment de relativiser au même titre que quand ça se passe mal dans le sport. Je l'ai vécu récemment avec une blessure. Ma vie ne s'est pas écroulée parce que j'avais encore le pilier. J'ai quand même une vie personnelle que j'ai eu la chance d'avoir pu développer jusqu'à mes 26 ans, où j'ai quand même beaucoup je pense avoir une vie sociale assez développée et aussi plein d'autres passions, enfin pas vraiment des passions parce que c'est gros, mais plein d'autres autres hobbies. Et aussi le travail me permet de faire autre chose de ma vie et aussi me procure des émotions. Beaucoup de c'est plutôt on va dire de l'adrénaline, un peu d'adrénaline, de stress
et parfois aussi un peu de dopamine quand ça se passe bien, de la sérotonine parce que le contact avec les gens et les patients aussi me permet d'être assez enfin voilà, j'aime beaucoup le contact humain et c'est aussi une fierté. Je suis aussi fière on va dire que je suis presque aussi fière d'être athlète de haut niveau, championne du monde, enfin ancienne championne du monde, que d'être médecin. C'est même si je suis pas élitiste dans ma carrière professionnelle autant que dans ma carrière sportive, j'ai fait je pense que j'ai fait beaucoup plus de concessions et j'ai sacrifié beaucoup plus une grosse partie de ma vie à être médecin qu'à être sportive de haut niveau. Donc oui, j'en suis tout aussi fière. Et surtout, tu as eu aussi un passé où tu t'en caches pas et tu le dis moins, où tu as aussi beaucoup fait la fête et tu as profité de la vie pendant tes années étudiantes. Ça ouais, effectivement. Alors, comment dire? C'est pas que je m'en cache. Oui, j'ai une vie étudiante, bien, tumultueuse et assez dynamique. Alors, voilà, pour ceux qui savent, un peu, ce que sont, les soirées étudiantes médecine, vous aurez une petite idée et puis sinon, si vous savez pas ce que c'est, très honnêtement, c'est pas très intelligent, donc vous avez pas besoin d'aller l'essayer et j'ai pas envie moi de jouer là-dessus. Alors, je sais que je vais pas donner des noms, mais il y a certains athlètes qui se jouent un petit peu, qui jouent un petit peu là-dessus. Moi personnellement, je pense que je suis allée bien loin pour pouvoir m'en vanter. Mais par contre, là où je peux, ce que je peux mettre en avant, c'est qu'effectivement, j'ai vécu toute une autre vie et ce qui me permet un peu aussi de pas être dans mon microcosme du monde du haut niveau et que voilà que les auditeurs qui nous écoutent comprennent que je suis pas quelqu'un d'extraordinaire et qu'en fait j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans une vie tout à fait normale j'ai eu une enfance on ne peut plus normale, j'étais pas du tout comme je vous dis j'avais pas été bercée dans le sport de haut niveau hein, j'ai même fait mes parents étaient beaucoup plus à vouloir me mettre à la musique. Alors j'ai fait de la flûte traversière jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé tout ce qu'il fallait en solfège, alors que pourtant j'avais aucune compétence. J'ai redoublé au moins 4 fois le solfège. Enfin bref, j'aimais pas du tout, mais j'ai été forcée à faire de la musique. Et aussi au niveau culturel, les vacances c'était tout le temps orienté autour des musées plus que de la randonnée. Mais j'ai quand même eu une enfance qui ne révélait pas du sport de haut niveau et puis après les études de médecine. Donc oui, certaines années étaient très compliquées. Il y a 2 années, la première et la 6e année qui étaient compliquées, mais c'est vrai que et puis après l'internat, mais entre ça, il y a eu quand même 5 ans de fêtes et de débauches et je suis contente de l'avoir vécu euh, parce que je n'ai pas j'ai pas de regrets. Je vais pas me réveiller à 40 ans en me disant, ma fille, mais t'as rien connu de la vie. Voilà, j'ai expérimenté plein de choses et je suis contente. Je sais que maintenant j'ai envie d'autre chose. J'ai plutôt envie de prendre soin de ma santé, de chouchouter mon corps et d'aller le pousser parce que je me suis rendu compte qu'il avait peut-être quelque chose d'un peu spécial. Donc j'ai envie d'aller voir. Enfin, je suis contente d'avoir pu voir où est-ce que je pouvais l'emmener et je sais pas si je peux encore l'emmener encore plus loin, mais en tout cas j'aimerais l'emmener un petit peu longtemps encore comme ça. Mais voilà, je me considère pas du tout. Des fois, je me trouve un peu illégitime dans ce milieu du haut niveau parce que je me considère plus comme les coureurs dits récréatifs ou amateurs. C'est pas du tout péjoratif, mais ceux qui n'en vivent pas et puis qui n'ont pas toute leur vie principalement orientée autour. Alors, je pense qu'on tous ceux qui ont fait des études connaissent parfaitement les soirées étudiantes, qu'elles soient en médecine, pharma, ingénieur ou droit. T'inquiète pas, je pense qu'on les a tous à peu près vécues pareil. Pour revenir à ce que tu disais sur tes parents qui t'ont peut-être forcé à aller au musée ou à faire de la musique, en tout cas, pour les avoir rencontrés à 2, 3 reprises, je sais que maintenant ils se sont quand même passionnés pour ce que tu fais Ah et ils oui. viennent t'encourager sur les courses et ils sont aux premières loges sur toutes les arrivées. Alors, je sais pas s'ils seront à Annecy.
Ah ça effectivement, je rigole en disant ça, mais ils ont découvert, le sport et le trail grâce à moi et je suis leur plus grande fierté. Enfin, pas leur plus grande parce qu'ils ont enfin ma maman a 2 autres enfants et mon papa en a 4 autres donc et puis des neveux et nièces. Mais je suis une très grande fierté et c'est génial aussi quand je parle de Mathieu, c'est génial aussi de voir que mes parents sont ultra fiers et ultra motivés alors qu'ils sont pas du tout dans ce milieu sportif, hein. Si tu les vois même, physiquement, hein, c'est pas des grands sportifs, mais je trouve ça génial de leur avoir fait découvrir ma passion. À Annecy, je ne crois pas, mais tu vois, par exemple, à l'UTMB, ils sont venus, mais ils me l'ont pas dit parce que je pense que Mathieu était au courant, qu'il y a eu, de toute façon, il y a eu deux de mes frères, il y a eu trois de mes frères qui sont venus, mes neveux et nièces, mes parents, tout le monde est venu, mais j'étais pas au courant. Enfin, j'avais un petit peu compris les jours d'avant parce que voilà, mais pour essayer un peu de pas trop me stresser parce qu'en fait, j'adore ce que je fais vivre, mais j'ai aussi ce côté où j'ai peur de décevoir. C'est bête, hein, parce que j'ai tellement envie de bien faire que si quelque chose se passe mal, j'ai tellement peur de décevoir et de me dire qu'ils vont faire le déplacement parce qu'ils viennent quand même de Normandie, qu'ils font le déplacement, qu'ils prennent un hébergement, qu'ils passent plusieurs jours à la montagne, alors que clairement, je pense qu'ils s'ennuient un peu à la montagne parce qu'il n'y a pas vraiment de musée à Chamonix. Tout ça pour me voir, je sais pas, par exemple, abandonner ou ne pas finir une course ou me blesser ou je ne sais quoi d'autre, je serais super déçue. Donc ils me le disent pas forcément avant. Donc je ne sais pas s'ils seront là. Je crois pas. J'ai cru comprendre qu'ils avaient autre chose de prévu parce que ma maman même si elle a 60, un peu plus de 70 ans, j'espère qu'elle va pas écouter le podcast parce que elle va pas vouloir que je dise son âge, mais ce que je veux dire, c'est que je suis fière d'elle parce qu'elle continue à travailler. Donc je crois qu'elle peut pas parce qu'elle va travailler, mais alors en tout cas une chose est sûre, c'est que elle va suivre, ça va être la première qui va suivre en direct tout. Elle va pas perdre une seconde de ton live, Fred, pendant les championnats d'Europe et peut-être même qu'elle enverra des messages et ça me fait rire parce que même sur les réseaux sociaux, je découvre des articles sur moi parce que elle le partage et moi j'avais même pas vu ce qui se passait, donc elle scrute tout, non, c'est génial de voir qu'ils sont derrière moi et fiers de moi. Alors, tu parlais aussi des titres, tu parlais presque au passé du titre de championne du monde que tu avais eu, mais c'est comme ton diplôme de médecine, c'est un truc que tu as à vie, hein, un titre de champion du monde, donc tu es double championne du monde pour toujours. Euh, ces titres, à la fois championne du monde et aussi tes performances, t'ont valu un contrat dans une grande marque française, d'abord Evadict, en début 2022 et qui a changé de nom pour devenir Kipron. Est-ce qu'aujourd'hui, ton activité professionnelle est nécessaire ou est-ce que tu pourrais ne vivre que financièrement que de ce partenariat? Ouais, alors j'ai la chance que Kipron me soutienne depuis bientôt 3 ans. Moi, je suis hyper fière d'être dans cette team déjà parce que c'est une marque française dont je me reconnais vraiment et en fait ça va faire un peu lien à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me considère plus, alors attention parce qu'ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est vrai que souvent on a tendance à connoter un peu Décathlon à monsieur et madame tout le monde, aux sportifs de tous les jours, enfin aux sportifs du dimanche, même si attention, ils font des produits d'exception et on peut faire très bien du haut niveau avec, mais mais voilà, moi je me considère un peu plus comme monsieur et madame tout le monde et j'ai envie de faire vendre des produits qui sont vraiment bien au niveau rapport qualité-prix et pas aller faire vendre des chaussures à 300 € la paire pour la super performance alors qu'en fait Decathlon enfin Kipron en fait des tout aussi bien. Bref, je voulais pas. Et aussi la deuxième chose pour laquelle je suis super fière, c'est qu'on a une équipe donc jusqu'à l'année dernière 100% féminine avec des athlètes en or dont deux vont être mes coéquipières dans quelques semaines. Et maintenant, même, on a intégré des garçons et il y a une superbe entente et voilà, je m'y sens tellement bien. Et donc, pour répondre à ta question, alors, est-ce que je pourrais en vivre? Ça dépend de comment on veut en vivre, comment on veut vivre. Effectivement, maintenant,
C'est-à-dire que moi, j'ai un niveau de vie qui fait que je pense que je ne pourrais pas vivre que de ça, mais parce que voilà, c'est moi qui ai décidé d'avoir ce niveau de vie. C'est-à-dire que j'ai 33 ans, on a acheté une maison avec Mathieu, on a un crédit. Moi, comme je l'ai pas du tout caché depuis le début, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Donc les enfants, voilà, hein, c'est aussi un coût, les études à payer. Et puis après, il y a une fois qu'on rentre dans ce cercle, hein, il y a les assurances, il y a, enfin voilà, tout ce que tu sais, les crédits tous les mois à payer. Donc non, il y a des frais qui s'ajoutent quand on a une vie comme celle-ci. Mais en revanche, si j'avais une vie bien plus entre guillemets bohème, mais c'est pas ça le mot, mais le mot me vient pas. Mais si j'ai décidé d'avoir ma petite voilà mon petit logement en location ou une petite maison sans forcément avoir envie d'avoir des enfants et pas un niveau de vie bien élevé, oui, clairement je pourrais en vivre, mais attention parce que le sport c'est quand même assez éphémère et surtout quand on est une femme, je trouve. Je te dis je pourrais en vivre, mais est-ce que je pourrais en avoir assez pour cotiser et pour vivre jusqu'à la fin de mes jours? Ça par contre je pense pas, non. Alors c'est une thématique qui est énormément abordée en ce moment, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'on est professionnel sans qu'on définisse vraiment ce que c'est qu'être professionnel. Est-ce que c'est juste vivre de son sport? Est-ce que c'est gagner sa vie décemment? C'est-à-dire décemment, c'est peut-être juste pouvoir avoir un niveau de SMIC une fois que qu'on a payé ses charges et peut-être un peu d'assurance. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves qu'il y a une dérive, et notamment chez les jeunes qui font du trail un monde idéal dans lequel on pourrait vivre de presque rien et qui finalement sont peut-être en train de se brûler les ailes là-dessus? Bah, effectivement, j'en vois de plus en plus des jeunes qui sont hyper épanouis et enthousiastes dans le trail, et tant mieux. Enfin, je trouve ça génial toute cette jeunesse. Mais c'est vrai que ils veulent tous en vivre, donc du sport de haut niveau. Et je trouve ça assez dangereux. Alors leurs arguments, c'est oui, mais moi j'ai pas besoin de plus pour vivre. Je suis en coloc, j'ai un loyer qui me coûte 200 euros. Je mange des pâtes midi, enfin matin, midi, soir, et puis donc ça me coûterait au niveau nourriture. J'ai pas de voiture parce que je me déplace à vélo et puis enfin rien me coûte au niveau sportif parce que c'est mon partenaire qui prend en charge tout. Donc je te la fais, hein, j'exagère peut-être un petit peu, mais effectivement si au moment si à l'instant T, ils ont pas forcément besoin de plus pour vivre, comme je dis, le sport ça va pas durer jusqu'à notre mort, hein, donc ça peut durer 5, 10, 15 ans, mais moi je considère que à moins, mais ça se compte sur les mains, sur les doigts d'une seule main, les athlètes de trail qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui peuvent, même ils arrêtent leur carrière à 40 ans, peuvent vivre jusqu'à la fin de leur jour. C'est quand même rare de pouvoir gagner autant pour voilà pour continuer longtemps à en vivre. Je trouve ça un peu effectivement dommage d'arrêter carrément toutes les études et de pas chercher un plan B, ne serait-ce que d'autres, même dans d'autres sports. Enfin, alors tu vas toujours trouver des contre-exemples, c'est sûr, mais j'ai quand même l'impression que les athlètes en route ou en piste, enfin je sais pas, par exemple un Jimmy Gressier, il a quand même un BTS finance. Ils ont quand même continué des études pour avoir un diplôme soit au cas où ça s'écroule du jour au lendemain, soit pour l'après-carrière. Donc après on va me dire oui, mais ils peuvent très bien continuer dans le milieu du sport pour faire je sais pas community manager, pour faire coach sportif. Donc effectivement ça peut toujours marcher, mais ça reste quand même restreint ce milieu. Et si tous les jeunes toutes les étoiles montantes là actuelles et tous les jeunes qui veulent vivre que de ça dans 15 ans vont tous se convertir en coach ou en tant que représentant de marque, je sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde, tu vois. Est-ce que tu penses sinon que c'est un milieu qui aujourd'hui manque de moyens ou de gros partenaires pour justement pouvoir se professionnaliser un petit peu plus?
pour structurer un peu plus ses équipes, avoir un peu plus de price money sur les courses et que petit à petit, bah, on vive pas seulement avec 5 000 € ou 10 000 € par an, parce qu'on est sur des sommes comme ça pour certains. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a déduit pas mal de choses, bah, on retrouve pas mal de gens qui vivent dans leur camion pendant 6 mois de l'année. Ouais, bah, j'ai envie de te dire oui parce que j'aime ce sport et j'ai envie qu'il se développe et qu'il soit aussi, voilà, que les jeunes, enfin je dis jeunes, hein, mais ou les jeunes ou les moins jeunes, mais que les athlètes qui veulent être professionnels et en vivent, bah, puissent réaliser leurs rêves. Ça, moi, je ne demande que ça. Donc oui, ce serait génial d'avoir plus de moyens par les partenaires. Mais après, d'un autre côté, on n'est pas non plus les pires. Alors bon, bah. Euh, Hein, c'est comme on va pas non plus on va toujours trouver bien pire, mais rien qu'en dans le milieu de l'athlétisme, je trouve que à niveau égal, on est quand même assez bien lotis parce que les athlètes sur piste, ils ont beau avoir des médailles nationales ou mondiales, alors que franchement en plus moi je rêverais pas de faire de la piste, hein. Je trouve que c'est quand même un sport tellement exigeant, euh, tellement difficile à même niveau. Ils ont quand même j'ai l'impression moins d'aide des partenaires parce que c'est des sports qui sont moins pratiqués au niveau densité, et donc ben les marques vont moins jouer le jeu avec d'autres disciplines, alors que le trail c'est tellement populaire et démocratisé qu'ils mettent un petit peu plus les moyens, donc on n'est pas non plus les pires. Donc j'ai un petit peu du mal à te répondre aux deux parce que oui, ce serait bien, mais après, ce serait bien d'avoir encore plus de moyens. Après, je trouve qu'on est quand même plutôt bien loti pour un sport en plus qui est quand même pas si, enfin qui est quand même assez récent. Sur la partie un peu réseau social et influence, toi, tu sembles loin de tout ça, puisque c'est vraiment une chose qui t'intéresse pas. C'est vrai que des fois, on passe plutôt par Mathieu pour avoir de tes nouvelles ou t'avoir. Est-ce que c'est un élément qui est important au niveau de ton partenaire, de la communication aux réseaux sociaux? Alors au niveau de mon partenaire qui prennent, c'est vrai j'ai la chance qu'ils nous imposent pas grand-chose. Mais je suis bien consciente. Tu dis que ça me passe un peu à côté. En fait, c'est que j'essaie vraiment, moi personnellement, en tant qu'athlète, de me protéger. En revanche, je suis pas dupe, hein, et j'ai bien conscience de l'importance et de la puissance des réseaux sociaux. Et je sais que c'est ce que cherchent les marques, hein, c'est d'avoir des athlètes qui sont présents et qui, voilà, hein, qui montrent leur logo et qui par leurs athlètes se font connaître. Donc même si j'essaie de me protéger, je sais que c'est hyper important, voilà, tout le côté médiatique, tous les réseaux sociaux. Après les réseaux sociaux, c'est un très bon outil, mais quand on parle d'outils, voilà, hein, on parle d'outils, une allumette, ça peut très bien servir pour allumer un cierge, ou se réchauffer, au coin du feu que de provoquer un incendie et de faire des désastres. Donc ça peut, voilà, c'est à double tranchant comme on dit. C'est pour ça que moi j'essaie un petit peu de me préserver, de pas être trop personnellement trop sur les réseaux, mais je le suis quand même. À côté de ça aussi, bah je suis assez présente, bah là comme là actuellement sur les podcasts, ou même quand je suis présente sur des courses. Moi j'aime beaucoup aller voir les gens, discuter avec eux, parce que euh, c'est pas c'est pas pour me faire de la pub, hein, mais je trouve ça encore mieux de pouvoir transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre de face à face et de visu, parce que des fois les réseaux, ça peut être un petit peu faux, mais effectivement c'est hyper important et c'est le nerf de la guerre, hein, faut pas se mentir, hein, dans le sport de haut niveau, si on veut être professionnel et gagner sa vie, il faut passer par là. Le sport de haut niveau qui est aussi parfois chahuté, vous faites partie aujourd'hui, le trail a été ciblé en 2023 par rapport à des contrôles antidopage. Tu fais partie aujourd'hui du groupe cible.
de la FLD. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et quelles sont les contraintes depuis 2024 pour toi? Ouais, alors, il y a, la FLD, a mis des athlètes dans 2 groupes. Donc il y a le groupe cible et le groupe, contrôle. Donc moi, je suis partie du groupe cible, donc c'est celui qui est le plus exigeant et le plus contrôlé. Hem, C'est-à-dire que je suis, soumise à une obligation de localisation tous les jours. Donc on a une application qui s'appelle Adams avec un calendrier et tous les jours je dois dire l'endroit où je dors, l'endroit où je m'entraîne. Donc c'est un petit peu compliqué quand on fait du trail et ou l'endroit où je dois être. Par exemple quand je sais que je suis d'astreinte à l'hôpital, je dis que je suis à l'hôpital ou quand j'ai des exigences, je dis où je suis. Et on doit donner ce qu'ils appellent un slot, c'est-à-dire une heure dans la journée où ils peuvent nous contrôler. Donc moi, j'aime bien mettre très tôt le matin parce que moi, je sais que en général, je suis chez moi de 5 heures à 6 heures, alors que de 11 heures à midi, je suis un peu moins souvent chez moi. Et en fait, la FLD peut te contrôler sur cette heure-là. Donc sur ton slot que tu as donné. Donc en étant dans le groupe cible, si jamais tu n'es pas là à l'endroit que tu as indiqué et à l'heure que tu as donné, tu peux avoir un no-show et au bout de 3 no-shows, tu as une sanction qui peut être très sévère, ça peut aller jusqu'à 4 ans de suspension. Quand tu es dans le groupe contrôle, il y a une très légère différence, c'est que il me semble que tu n'as pas besoin de donner cette heure. En revanche, ils peuvent venir te contrôler n'importe quand dans la journée à l'endroit où tu as dit que tu étais. Euh, mais par contre, si tu n'es pas là, tu n'as pas de no-show. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais par contre, si il y a plusieurs fois où ça se réitère où tu n'es pas là, tu commences à être un petit peu suspect. Et dans ce cas-là, tu pourras rentrer après dans le groupe cible. Et après, dans le groupe cible, là, t'as plus, t'as plus d'excuses si t'es pas là. C'est la sanction directe, quoi. Très bien, merci Blandine. Je voudrais qu'on passe juste à ton regard sur le sport au féminin. Je vais dans ton sens quand tu dis que tu aimes bien être humaine et que tu as ce côté humain. C'est vrai qu'on s'est encore croisés ce week-end au Lozère Trail et je sais que tu le fais juste par passion, de venir rencontrer les gens, de venir leur parler, de venir échanger. C'est ton côté humble, c'est aussi ton sourire, souvent, ton histoire d'étudiante, de femme, de médecin. Mais paradoxalement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes courir des distances de 5 à 15 kilomètres sur des courses parfois qui leur sont dédiées, mais de moins en moins de femmes qui vont vers le haut niveau. Comment tu expliques cela? Ouais, alors c'est vrai que depuis quelques années, j'ai l'impression de me sentir de plus en plus féministe, surtout dans la cause de la femme sportive, effectivement. Euh, alors tu vois, je suis pas tellement d'accord avec toi. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a peu de femmes. Bah ça clairement par rapport à la proportion masculine, enfin par rapport aux hommes, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Dans le haut niveau, bah écoute, je serais curieuse de savoir si vraiment la distinction est si importante par rapport au pourcentage de femmes qui pratiquent du trail. Mais en revanche, une chose que j'ai remarqué, c'est que plus on augmente les distances, moins il y a de femmes. C'est-à-dire que je pense que sur un trail court, on peut peut-être avoir 30% de participation féminine, mais dès qu'on se rapproche d'un ultra, plus même, mais dès qu'on se rapproche d'un ultra, ça vient à 10%, c'est les dernières données de l'UTMB, et c'est vraiment trop peu. Et après, chez les athlètes de haut niveau, je sais pas à combien de pourcents on est hommes, femmes, mais en tout cas, de manière générale, et je trouve qu'il y a plusieurs raisons. Mais déjà, il y a ce côté un petit peu, il y a ce côté sociétal où la femme, malheureusement, dans beaucoup de foyers, il y a toujours un peu ce patriarcat où la femme doit s'occuper des enfants, doit entretenir la maison,
garçon doit faire la cuisine ou le ménage. Ça paraît vieillot, hein, ce que je dis, hein. On paraît être à des années-lumière, mais je pense que c'est encore le cas. Et donc se laisse un petit peu moins, enfin pas peut-être, mais donc à moins de temps aussi pour s'entraîner. Donc c'est aussi pour ça qu'elle ose moins aller sur des longs formats, parce qu'effectivement quand on s'entraîne 3 heures par semaine, autant les hommes, il y a des hommes qui ont des ambitions un petit peu plus un peu trop grosses à mon goût par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Les femmes peut-être ont un peu plus de lucidité et se disent non, si je m'entraîne que 3 heures, je vais pas aller m'enquiller à un ultra trail. Il y a peut-être aussi un peu un manque de confiance en soi, à peur de nous en tant que femmes, on a une estime, je pense, une estime de soi un petit peu plus faible que les hommes. On a un petit peu plus peur, un peu plus d'impréhension, ou c'est peut-être juste tout simplement de la peut-être qu'on est plus sérieuse et lucide, mais en tout cas aller se faire un ultra trail, on a peut-être aussi plus conscience de la grandeur de la chose. Il y a aussi peut-être la maternité qui rentre en jeu, et ça aussi c'est un gros problème, parce que les fausses croyances ont encore veulent encore qu'on on pense que faire du sport enceinte c'est mauvais, alors que ça pas du tout. Ou même en postpartum. Donc en fait, si on s'arrête 1 an ou 2 parce qu'on a une grossesse, après c'est compliqué de s'y reprendre après. Je pense qu'il y a plein de raisons qui font que les femmes n'osent pas encore s'engager dans le trail. Et puis dans le trail, donc que ce soit dans chez les athlètes chez les amateurs ou dans les hauts niveaux. Mais il faut qu'on se batte pour ça, et que voilà, moi j'aimerais être un exemple et une source d'inspiration pour montrer que les femmes ont complètement leur place dans ce milieu, que c'est un sport qui, même effectivement, si on travaille et qu'on a une vie de famille, justement, je trouve que c'est un sport qui permet d'être pratiqué. Moi, je l'ai commencé parce que au moment où j'avais une activité professionnelle la plus intense, parce qu'en fait c'était aller faire de la course à pied, c'était la chose la plus simple. On n'a pas de contraintes matérielles ou horaires. On n'est pas obligé d'aller à un stade ou de rejoindre une équipe à telle heure, à tel endroit. Voilà, on prend juste ses baskets et on peut aller courir n'importe où, n'importe quand. Et donc effectivement, je pense que c'est vraiment une pratique qui peut vraiment être adaptée à toutes les femmes. Et je trouve ça dommage ne serait-ce que, je parle peut-être pas forcément du haut niveau, mais au moins en tant qu'amatrice, pratiquer une activité physique, c'est vraiment hyper important pour la santé physique et mentale. Donc voilà, j'encourage les femmes, allez-y, n'ayez pas peur, et essayez de vous dégager un petit peu de temps. Et puis donner un petit peu donner un peu de pouvoir à votre conjoint, laissez-lui un peu faire les choses et aller récupérer les enfants à l'école et faire la cuisine le soir où c'est votre entraînement. Et je pense que voilà, vous serez bien plus équilibrée dans la vie et bien plus heureuse, parce que le sport nous apporte vraiment plein de bonnes choses. J'allais te demander si tu avais un message à leur faire passer. Tu en as fait passer 10, donc je crois que les messages sont clairs. En tout cas, il y a une chose est sûre, si elles sont moins nombreuses, il y a aussi, tu le disais, peut-être des fois des ambitions à la hauteur de leurs capacités, et on constate très régulièrement que les abandons chez les femmes sont beaucoup moins nombreux. Ouais, ouais, on a un peu plus la tête sur les épaules, ou peut-être un peu moins, voilà, comme je le dis, soit on a une estime de soi moindre, soit c'est parfois il y a des mecs qui ont un peu le boulard, si je puis dire, un ego, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc peut-être un ego un peu plus démesuré que ce que nous on a. Si justement tu devais, toi demain, dire, il faudrait faire une mesure forte pour que les femmes puissent être entendues sur les courses, un truc qui aujourd'hui n'existe pas, et tu te dis ça serait vraiment intéressant aujourd'hui qu'on mette en place, je sais pas, des particularités, des garderies, des WC spécialement dédiés pour les femmes, des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi en course? Il y a une idée qui t'est venue, parce que l'autre jour on en parlait dans le numéro 4 de Trail Business Club avec Cécile Bertin, et elle suggérait des choses. Est-ce que toi, ça t'est déjà venu? Tu t'es dit à un moment,
il manque ça spécialement pour les femmes. Ah zut, je suis pas allée à la fin de l'épisode comme je te disais, donc je sais pas ce qu'elle a proposé. En tout cas, je vois passer de plus en plus des courses. Je trouve ça génial. Où sur les ravitaillements, on propose des serviettes hygiéniques ou des tampons, des toilettes propres aussi. Donc parce que effectivement, c'est jamais très agréable d'avoir ces règles quand on est en pleine compétition. Le fait de mettre en place des garderies, ça c'est vraiment une superbe idée aussi. Moi, je pense que ça peut vraiment permettre d'un côté, de pouvoir organiser son temps pour, enfin, de pouvoir faire garder son enfant pendant la course, et puis aussi de pas culpabiliser non plus, parce qu'il y a aussi le fait d'aller s'entraîner, et que même si on arrive, tu vois, même si on arrive par exemple à bien s'organiser parce qu'on a un très bon entourage et que le conjoint s'y donne à 100%. Il y a aussi l'instinct maternel qui fait que des fois on se sent pas bien non plus. Bon, je le connais pas encore, hein. Euh, mais je suppose que c'est comme ça. On culpabilise un peu de laisser son enfant, alors que nous on est parti faire une longue sortie. Mais là, si on sait qu'ils sont bien gardés en garderie avec d'autres enfants, on peut se dire, oh, bah il va se faire des copains, et ça peut être chouette. Et puis quelque chose, alors ça, je sais pas si ça peut être fait, et surtout qu'on va me reprocher de dire oui, mais du coup il y aura plus d'égalité homme-femme, mais peut-être laisser un pourcentage tu vois, sur des courses très demandées et prestigieuses, où les dossards sont difficiles à avoir, bah peut-être réserver un pourcentage de dossards, un peu comme tu sais, le marathon du Mont Blanc, je crois qu'ils réservent 40% pour ceux qui viennent en train. Bah ça pourrait être pareil pour les femmes. Donc on réserve un pourcentage. Bah la logique voudrait que ce soit 50-50. Après on va me dire oui, mais le problème c'est que si on réserve 50% de dossards femmes et 50% de dossards hommes, alors que en liste d'inscrits ou sur une liste d'attente il y aura 80% d'hommes, ça va donner une perte de chance aux hommes. Donc ça aussi je peux le comprendre, mais voilà, c'est une suggestion. Je trouve que l'UTMB a fait pas mal d'efforts aussi. Par exemple, a permis aux femmes qui étaient enceintes de pas perdre si elles avaient eu leur dossard sur l'UTMB, et qu'elles se voyaient tomber enceinte, bah elles pouvaient juste reporter d'1 an ou 2 ans sans perdre leur dossard. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Et puis ouais, continuer à pouvoir leur permettre de mettre en place des dispositifs pour qu'elles puissent s'entraîner et faire des compétitions. Donc comme tu dis, les garderies, pour voir malgré les petits aléas féminins, de pouvoir faire une course de façon bien hygiénique et saine, en ayant des toilettes bien propres sur les ravitaux, et éventuellement avoir 2-3 petits trucs pour dépanner. C'est une très bonne idée aussi. Je suis un peu moins fan des courses 100% féminines, parce que souvent, tu vois, les courses 100% féminines, bah, comme par hasard, ça va être les courses les plus petites distances. Des fois, j'ai l'impression que c'est à vous les femmes, allez, le 12 kilomètres, ça vous va bien, et après, tu vois, des fois, ça me gêne un petit peu, ces courses 100% féminines. Je sais pas, comme je te dis, c'est comme par hasard les plus petites distances. Et puis, non, j'ai pas envie non plus je suis pas féministe, à tel point de vouloir écraser l'homme, et que la femme domine le monde du trail. J'ai juste envie d'une égalité et d'une équité. Donc non, un 50-50, pourquoi pas, de dossard, ça peut aussi se discuter. Et l'idée de faire partir les femmes 15, 20, 30 minutes avant les hommes sur des courses, pour qu'elles soient à la fois mises en avant pendant 2-3 heures, parce que c'est elles qui vont être en tête de l'épreuve, et puis sur certaines courses, qu'elles puissent arriver, comme on fait sur marathon, qu'elles puissent arriver en même temps que les hommes. Tu penses quoi de cette idée? Bah, je réfléchis. Par exemple, moi, nous, on l'a fait sur un Sierzinal ou sur des courses des Golden Trail. Cela dit, c'était les courses qu'on a fait ça, il me semble, on était que les athlètes élites, donc ça faisait pas un gros peloton. J'ai trouvé ça génial, parce que je me revois très bien à Chandolin, à Sierzinal, courir et entendre quelqu'un qui me double, et c'était Kylian Jornet, et j'ai trouvé ça fou. Enfin, la seule chose que
je vais lui dire bêtement, c'était oh, je suis fan de toi. Mais voilà, quand je te parle de Kylian, je te parle aussi de tout le top 10 de Sierzinal qui m'est passé devant et j'ai trouvé ça génial. Et ouais, sur le tout début de la course, ça m'est arrivé ouais sur des courses des Golden, il y a une course aux Açores où j'ai fait la moitié de la course, j'étais devant, même devant Maud Matisse, je me rappelle, et ça c'est incroyable d'être au tout premier d'une course. Donc c'est chouette de pouvoir le vivre effectivement. Après, je me mets aussi à la place des hommes si ils doivent du coup doubler tout le peloton féminin. Il y a parfois des courses où c'est des petits singles, des petits chemins difficiles. Ça doit pas être non plus très rigolo pour eux. Donc voilà, c'est à se discuter en fonction du nombre de participants et de participantes et aussi du terrain qui s'y prête. Mais ça peut être une option. Tu vois, j'arrive pas à avoir des avis tranchés, puis tu me poses ça comme ça. Ce soir, j'y réfléchirai, je me dirais, oh, j'ai oublié de lui dire ça, et puis non, en fait, j'aurais dû penser à ça. Mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. C'est qu'il y a du bon, du moins bon, mais à méditer. Et si on refait un podcast dans dans l'année prochaine ou dans quelques mois, peut-être que j'aurai songé un peu à cette question et je te donnerai d'autres réponses. Super. Écoute, on va arriver à la fin de ce podcast. Je voudrais revenir sur ce que tu as fait ce week-end, parce que c'est pas anodin non plus. Et j'ai adoré cette approche. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens qui nous écoutent. Je t'ai appelé, je crois que c'était vendredi après-midi, pour te demander si tu voulais éventuellement pas, dans le cadre d'une séance, venir sur le Lozère Trail pour filmer. Et tu as accepté et tu t'es carrément prise au jeu. Tu es partie, au départ, tu étais comme une cadette qui découvrait la chose pour la première fois, qui était devant une course. Tu as vraiment adoré. T'aimes aussi partager ce sport et t'aimes aussi montrer ce que t'aimes voir, toi, de ton côté. C'est ce que t'as aimé ce week-end. Ouais, c'est vrai que tu m'appelles la veille pour le lendemain pour faire caméra runneuse. En fait, j'étais d'autant plus contente que cette course-là, pour être très honnête, bah, c'est la grande course qui a lieu autour de chez moi, donc en Lozère. Là, en plus, en l'occurrence, c'était une Sky Race qui était qui était une des courses du circuit mondial de skyrunning. Donc, il y avait une très grosse densité, un gros plateau. On n'avait jamais vu autant d'athlètes de haut niveau dans notre département. Et pendant des semaines et des mois, j'étais tellement frustrée de pas pouvoir prendre part à cette course parce que voilà, je sais que l'ambiance aurait été dingue. Enfin, moi, je connais les terrains par cœur et j'aurais adoré y participer, mais voilà, la raison l'a emporté parce que bah il faut que je me focalise surtout sur les championnats d'Europe. Donc je m'étais restreint à aller sur le parcours pour aller voir les gens et les athlètes et quand même profiter de cette magnifique ambiance. Mais là, quand tu m'as demandé de faire caméra runneuse, je me suis dit ah, mais c'est encore, je vais être dans le feu de l'action. Ça va être génial. Mais j'avais même une petite appréhension parce que j'avais peur de pas suivre. Tu m'as demandé de suivre la tête de course féminine où il y avait de très bonnes clientes, notamment les Espagnoles. Elles ont tout dominé. Hein, Julia Font et Oyana Cortazar. Entre autres. Et j'avais peur de pas les suivre et j'avais raison d'avoir cette appréhension parce que je me suis rendu compte un peu de la difficulté de ce métier, hein, parce qu'il y en a, enfin ça peut même être un métier. D'une part parce qu'il faut être à la hauteur d'athlètes qui courent très bien, qui se sont préparés pour cette course et qui ont en plus l'appât du gain avec le dossard accroché à leur t-shirt, alors que nous, enfin moi personnellement, j'étais pas prête là à donner le meilleur, mon 100% à ce moment-là. J'avais pas cette motivation du dossard qui, on le sait tous, nous transcende et peuvent nous faire des choses incroyables. Et en plus, j'avais une chose dans les mains. J'avais l'impression d'avoir un un ovni, un robot, quelque chose que moi je suis pas du tout très douée dans la technologie, donc cette chose qu'on appelle un stabilisateur dans les mains qui bougeait dans tous les sens, c'était vraiment pas facile d'arriver à le manier et donc j'étais concentrée en plus sur la caméra, mais c'était génial de pouvoir être dans le feu de l'action et puis bah les filles que j'ai dû suivre, je les connaissais, bon on a déjà couru ensemble donc je pouvais en plus les motiver, j'avais vraiment l'impression d'être là avec elles
Et oui, en tant que moi athlète, j'ai déjà été filmée. En tant que passionnée de sport, j'ai déjà regardé des lives et je savais pertinemment ce que recherche le spectateur et ce que recherche aussi l'athlète. Donc j'essayais tant que je pouvais quand même d'avoir une vision de face, parce que quand on est spectateur, c'est toujours sympa de voir l'athlète qui court de face. Par contre, dès que je voyais que je pouvais à un moment la déranger, l'athlète, ben je passais un petit peu derrière ou sur le côté, parce que en tant que coureur, c'est pas non plus agréable quand on a quelqu'un à qui on marche sur les pieds parce qu'elle va pas assez vite pour nous. Donc j'ai essayé de faire les choses bien, mais ouais, un peu enfin pas d'anxiété, mais de crainte de pas faire ça bien, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Maintenant, je sais un petit peu à quoi m'attendre. Ce sera peut-être différent les prochaines fois. Et oui, parce que je dis les prochaines fois parce que je connais pas beaucoup de caméras runeuses. Je sais qu'il y avait Anna Kuffer quand on faisait les Golden Trail Series, mais je n'en connais pas beaucoup d'autres femmes. Et encore une fois, on en revient à la place de la femme dans ce milieu. Et voilà, je trouve ça chouette de montrer que même une femme peut le faire. Alors bien sûr, j'ai pas la prétention de dire que j'aurais pu suivre la tête de course masculine. N'empêche que sur un ultra trail, je pense que même une femme peut suivre la tête de course masculine sur une petite période. Euh, ça peut sûrement se faire. Et puis en fait, on veut pas forcément que la tête de course. C'est aussi sympa de pouvoir filmer le cœur de peloton, ou même même les athlètes sur un UTMB, même jusqu'au 10, 15 ou 20, que ce soit homme ou femme, c'est quand même intéressant de filmer. Donc les femmes ont tout aussi leur place là-dedans. Et donc enfin, un mi-organisateur de course ou de production, ben n'hésitez pas à chercher des femmes aussi, parce que je trouve ça bien. De toute façon, la mixité partout, je trouve ça bien, et je pense que les femmes ont aussi un œil différent. Peut-être que voilà, moi c'est peut-être mon côté féminin qui fait que j'avais pas envie de déranger, que j'avais voilà cette envie de bien faire. Et c'est sympa, ouais, c'est sympa de voir des femmes un petit peu, voilà, d'avoir un peu de mixité partout. En tout cas, toi qui es toujours un petit peu réservé sur tes émotions ou enfin sur tes titres, on va dire, pas sur les émotions, mais sur pas en faire trop parce que tu es championne du monde 2 fois et tu étais aussi un petit peu réservé à l'arrivée de ce film. Et je peux t'assurer que tu as fourni de très belles images. Je le redis publiquement parce que je te l'ai déjà dit après l'arrivée. En tout cas, c'était très bien. On va juste finir, Blandine, sur une petite question que j'aime bien des fois poser, alors soit en off, soit là publiquement. C'est tu te vois où en 2030? T'imagines Blandine Lirandel comment en 2030? Écoute, en 2030, je me vois toujours dans ma petite Lozère, dans cette maison, dans toujours la même maison, parce que on a une maison qui se prête bien à accueillir une maison, une vie familiale. Donc je me vois là, maman, heureuse, épanouie avec Mathieu, et puis toujours ma Floki, hein, ma chienne d'amour, hein, on va pas la mettre de côté. Et au niveau professionnel, tu vois, par contre, le sport m'a apporté beaucoup de choses, mais je pense que ça va aussi avoir un impact sur ma vie professionnelle. J'aimerais vraiment devenir, alors ça n'existe pas cette spécialité, je sais pas comment je vais essayer de faire mon nid là-dedans. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que je manquerai pas de patiente, parce que la demande y est, mais de faire un peu de la gynécologie du sport. La gynécologie du sport, aller faire quelques interventions dans les CREPS, voire à l'INSEP. Attention, parce que là on fait voilà, encore une fois, j'ai beaucoup d'ambition, mais comme je peux l'avoir aussi dans le sport, mais j'aimerais vraiment me spécialiser pour la femme sportive, et la femme enceinte aussi. Des fois je me dis, faire du coaching pour les femmes enceintes, pas pour leur faire gagner des compétitions en étant enceinte, hein, loin de là, mais pour qu'elles continuent à pratiquer une activité physique tout en étant certaine qu'il n'y ait pas de risque, et en sérénité. Et puis voilà, faire des consultations, que ce soit à distance ou en présentiel, des femmes sportives, par rapport à toutes les problématiques en lien avec le cycle menstruel, ou les troubles du cycle, ou voilà, ou même les Rett syndrome, ou les périodes de la vie type la ménopause,
ou voilà, ou les désirs de fertilité, la grossesse. Enfin voilà, les sujets ne manquent pas et je sais qu'il y a beaucoup de demandes et de besoins là-dedans. Donc voilà, je me vois gynécologue du sport en Lozère avec une petite famille, une vie bien épanouie. Et non, bah après côté sportif, on va pas se le cacher, je vais continuer à pratiquer ce que j'aime. J'ai juste pas envie de me dire il faut que je retourne absolument à haut niveau. Tu vois, j'ai envie de me dire je vais continuer à pratiquer, à m'entraîner parce que j'aime. Et puis si je vois que l'envie de prendre des dossards vient, eh ben tant mieux, mais j'ai pas envie d'avoir des objectifs forcément de compétition et de placement, enfin voilà, de compétition et de résultats. Mais voilà, si j'ai envie de prendre un dossard parce que ça me motive et que j'ai besoin d'une petite carotte au bout, enfin au bout de la canne, je sais plus comment on dit ça l'expression, au bout du bâton. Voilà, je prendrai un dossard, mais sans ambition forcément de résultat. Merci beaucoup, Blandine. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir, d'être aussi clair et sans filtre, de pas cacher ses objectifs. C'est bien aussi parce que beaucoup de gens ne le font pas, surtout même des fois à très court terme. J'espère que ça va te réussir dans maintenant un peu plus de 10 jours du côté d'Annecy. Bon courage pour la récup, puisque tu sors aussi d'un ultra en astreinte et en professionnellement. Un grand merci, et puis on se retrouve du côté d'Annecy pour espérer un doublé historique aussi. Bah écoute, merci, je l'espère aussi. J'espère aussi. En tout cas, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et voilà, en espérant que ça marche. Et puis un plaisir de te revoir là-bas en face à face. Merci, à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.